Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui en plein mois de Kislev, mois tellement positif, avec tellement de jours importants, de dates importantes. Et aujourd'hui on va continuer les lois des tzitzit. On a le quatrième cours, suite qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui on va s'arrêter sur la manière de comment mettre les tzitzit. On parle bien sûr du talit gadol, comment le mettre, est-ce qu'il faut absolument s'envelopper avec. Et on va voir aussi, est-ce qu'il faut les vérifier, quand est-ce qu'il faut les vérifier, est-ce qu'on peut les vérifier Shabbat. Différents détails sur la manière de comment mettre le talit gadol qu'on a l'habitude de mettre tous les jours. Shabbat, semaine, fête, pour les Sfaradim depuis le Bar Mitzvah, pour les Ashkenaz depuis le mariage, et les différentes lois qui sont liées à l'habillage du talit. Qui, quoi, comment, ça on l'avait déjà vu dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur etora.fr, ainsi que sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la coutume de s'habiller avec le talit gadol, le grand talit. Mettre le tefillin tous les matins, on a l'habitude de le mettre en général pour la prière de Shacharit, comme c'est écrit dans le Siddur. Il y en a qui ont l'habitude de s'habiller avec un talit avant de sortir de la maison. Alors, c'est pas la coutume en dehors d'Israël, ceux qui habitent avec une synagogue en bas de chez eux, parce que c'est pas simple. Pas simple de marcher dans la rue avec un talit dans les endroits où il y a des saletés ou des choses pas propres. Il y en a qui ont l'habitude de sortir de la maison avec le talit et les tefillin. Chez Chabad, on a l'habitude de le mettre à la synagogue avant de dire Ezeu Mekoman, dans les korbanot, etc. D'après la Kabbale, on reste avec le talit pendant toute la prière, jusqu'à la fin de la tefila, après avoir enlevé les tefillin. En deux mots, c'est la première chose qu'on met et la dernière chose qu'on enlève. Avant de mettre le talit katan ou le talit gadol, on a l'habitude de vérifier, de s'assurer que le talit il est kasher. Parce que sinon, tu fais une bracha sur quelque chose qui n'est pas kasher. S'il est pas soud, tu n'as pas le droit de mettre le talit. Qu'est-ce qu'on vérifie? Comment on vérifie les tzitzit? On doit faire attention à plusieurs choses. Première des choses, on doit vérifier les fils de tzitzit sur toute la longueur. On doit vérifier aussi la partie où il y a les nœuds, les 5 nœuds x 2 qui sont les 10 nœuds, avec comment ils sont attachés au coin des tzitzit, s'assurer qu'ils sont pleins, qu'ils sont entiers, qu'ils ne sont pas cassés. On doit séparer les fils pour qu'ils ne soient pas embobinés ou qu'ils ne soient pas enlacés ou qu'ils ne soient pas avec des nœuds les uns avec les autres. Et on doit renforcer les nœuds qui se sont défaits. Tout à l'heure que le cours d'hier soir, c'était un cours magnifique sur la jalousie. On a vu comment la jalousie, c'est un très bon défaut, c'est pas un vilain défaut. Et comment on a le devoir d'être jaloux. On a expliqué que ce qu'est la jalousie positive, exactement, on a vu la différence entre être jaloux et envieux. Très beau cours qu'on peut revoir sur etora.fr en rapport avec la paracha de cette semaine. Le débat qu'il y avait entre Rachel et Léa, les deux sœurs, etc. Mais ça, c'était hier soir. D'après les Sfaradim, on n'a pas besoin de vérifier si les fils sont entiers. Parce qu'on se dit qu'a priori, ils étaient entiers au départ. Il n'y a pas de raison de penser que maintenant, ils sont déchirés. Sauf qu'on vit dans un monde, ça c'est dans Yakut Yosef Siman 8, on vit dans un monde où parfois les gens ils font traîner les tzitzit par terre, surtout à la synagogue, quand ils sont assis. Et ça arrive parfois que malheureusement, même si tu penses de les avoir entiers, tu as pu des fois tirer une chaise, une table, quelqu'un il a marché dessus. Donc c'est bien de vérifier tous les jours. Shabbat, on doit aussi vérifier les tzitzit avant de mettre. Sauf que on doit s'assurer que les tzitzit sont cachers, on doit s'assurer qu'ils ne sont pas déchirés. Mais on n'a pas le droit de resserrer les nœuds faibles. Pourquoi? Parce que tu risques de transgresser sur le devoir de ne pas faire un nœud Shabbat. Maintenant, si les fils, ce que les non-juifs appellent les ficelles, vous avez des ficelles qui pendent. On a l'habitude de dire à chaque fois qu'on marchait dans le métro, dans le bus, quand on était petit, monsieur, vous avez des ficelles? Et on avait l'habitude de répondre, parfois c'est des fils de pétard. C'est les fils de pétard qui existaient à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, tu n'as pas le droit de resserrer les nœuds Shabbat. D'après les Ashkenaz, tu ne veux même pas les séparer. Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Tu peux séparer les fils Shabbat et s'assurer que tu as bien les fils, etc. En tout cas, pour ne pas avoir ce problème, en général, ceux qui ont un talit spécial pour Shabbat, ce qui est bien à avoir, comme les habits spéciaux pour Shabbat, c'est bien de vérifier le talit avant Shabbat. Ou bien, si tu l'as replié à la fin de Shabbat, tu resserres les nœuds, si ça s'est défait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des talits de qualité que les nœuds ne s'ouvrent pas et que les fils non plus ne s'ouvrent pas. Les talits de qualité, en général, aujourd'hui, c'est pas comme avant, qui se défait, etc. Maintenant, celui qui a un talit spécial pour Shabbat, comme je dis, c'est bien que samedi soir, avant quand il refait, il remet le talit. C'est nécessaire que tout soit bien. Celui qui a le même talit Shabbat est fait, Shabbat est la semaine,
vendredi après-midi, vendredi, une fois qu'il a fini la tefila, il resserre les nœuds, si ça s'est ouvert. En règle générale, je parlais pour moi-même, j'ai jamais vu que le talit, les nœuds s'ouvrent sans arrêt. Pas si c'est de mauvaise qualité. De bonne qualité, en général, une fois que c'est serré, c'est serré. De temps en temps, il faut resserrer. On a l'habitude de dire le fameux verset Bachi Nafshi et Hashem, auteur Kassalma, c'est le verset qu'on a l'habitude de dire. On va tout de suite expliquer quel type de bénédiction on fait, quand on fait la bénédiction, etc. Bien sûr, quand quelqu'un est arrivé en retard à la synagogue, et s'il va commencer à vérifier les tzitzit et prendre des heures, il va arriver, il va tout rater toute la prière. On n'a pas besoin de vérifier. Avant, tu commences à prier, après tu t'assureras que tout est bon, parce qu'on est ce qu'on appelle sommaire sur la chazaka, on s'appuie sur le fait que certainement ils étaient cachés hier, ils seront cachés aujourd'hui. Comment on a l'habitude de s'habiller avec le talit? On a l'habitude, on a vu la semaine dernière, la bracha qu'on fait, c'est la bracha, le itatef. Itatef veut dire s'envelopper. Et l'Agmara nous dit que c'est comme Atifat Ishmaelim, comme ils avaient l'habitude dans les pays d'Afrique du Nord, ou dans les pays de la Méditerranée, de s'envelopper comme ils ont l'habitude jusqu'à aujourd'hui. On voit au Qatar, on voit à Dubaï, tous les gens sont habillés avec ces habits qui les enveloppent et qui les entourent. Mais avant de passer à comment s'habiller avec le talit, d'abord, regardons quand est-ce qu'on fait la bracha. On sait très bien que sur beaucoup de mitzvot, on a l'habitude de faire la bracha avant de faire la mitzvah. Et là, c'est le débat. Parce que le fait de faire une bracha avant la mitzvah, c'est pas un devoir de la Torah, c'est un devoir des Chachamim. Qui a demandé de faire la bracha sur les tzitzit? Les gens de la grande assemblée, au début de la période du deuxième temple, mais le fait même de faire une bracha sur une mitzvah, on l'a trouvé déjà dans une période beaucoup plus tôt. Dans le Nach, dans la Bible, on nous raconte sur les ânesses que Shaoul avait perdu, qui est parti les chercher chez un voyant et lui a dit qui veut dire que quelqu'un d'important avait l'habitude à l'époque de faire la bénédiction avant de manger un sacrifice. Et disait la bracha, Baruch ata asher kedeshanu mitzvotav etzivanu le'echol et hazevach. Donc on voit que ça existait depuis tout le temps de faire une bracha avant une mitzvah. Rambam, Maïmonide, dans les lois de brachot, Perek Aleph, premier chapitre, halakha 2-3, c'est dit que les Chachamim nous donnent le devoir de faire une bénédiction avant de manger et après en profiter. Pareil, avant de sentir une bonne odeur, on ne parle pas maintenant d'un parfum chimique, on parle de vrai, des coups de girofle ou quoi que ce soit, des feuilles de menthe, après en profiter. Tout celui qui profite sans bénédiction, c'est comme s'il a volé ce qui appartient à Dieu. Et de la même manière qu'on fait bénédiction sur le profit, on doit faire une bénédiction sur chaque mitzvah et après on fait la mitzvah. De là, cette ressemblance de Maïmonide, on apprend que le fait de remercier Dieu, c'est de remercier sur le fait qu'il nous a donné la possibilité de faire une mitzvah. Donc c'est pour ça que la règle générale, quand tu demandes quand est-ce qu'on fait une bracha, on fait toujours avant la mitzvah. C'est pour ça qu'on te dit, Kol ha-mitzvot mevarech aleihen over le'asiyatam. Tu dois faire la bracha avant de faire la mitzvah. De la même manière que les brachot haneinin, qui sont les bénédictions de tout ce qu'on profite, on fait la bracha avant d'en profiter, pour ne pas profiter de ce monde sans bracha. Les mitzvot, on fait une bracha avant de les faire. Comme Rambam te dit, dans la suite du même chapitre, que si jamais que mevarchin akol mitzvah ou mitzvah, on fait une bracha sur chaque mitzvah, et après tu fais la mitzvah. Viens le chidushé Aridba. Et lui, il te donne une autre raison pourquoi on fait la bracha sur les mitzvot. Soit sur la bracha elle-même, soit pourquoi on le fait avant la mitzvah. Il te dit pour qu'on puisse se sanctifier d'abord avec la bénédiction et dire que on le fait pourquoi? On le fait pour pouvoir remercier Dieu qui nous a donné la possibilité de faire cette mitzvah. Donc ça, c'est d'abord pourquoi on fait la bracha. Passons maintenant à comment mettre le talit. Après, on posera la question, est-ce que quelqu'un d'autre peut te mettre le talit? Ça m'arrive régulièrement quand tu vas à l'hôpital et en tant qu'aumônier et tu vois des gens qui te demandent mettez-moi le talit, mettez-moi le... Est-ce que tu peux habiller l'autre avec le talit ou c'est la personne lui-même qui doit s'habiller avec un talit? On a l'habitude de déballer le talit, on peut dire, que ce soit totalement droit pour se préparer à comment on appelle ça, à s'enlacer ou s'habiller avec, s'envelopper avec. Chez Chabad, on a l'habitude d'embrasser le talit avant de le mettre. Comme on a dit qu'on doit faire la bracha avant, là c'est le problème. Quand est-ce que tu fais la bracha? C'est quoi qui est considéré que tu as mis le talit? La bracha, on doit le faire avant de s'habiller avec, avant de s'entourer avec, on va tout de suite expliquer. D'après le minhag Chabad, coutume Chabad, on commence la bracha quand on tient le talit, et on finit la bracha quand on a fini de s'envelopper avec à la fin de la bracha. Ça, c'est comment c'est écrit dans le Sefer Minhagim. On a l'habitude en général de se mettre le talit debout, pas assis. On ne parle pas de quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a des problèmes de santé.
La bracha sur un talit gadol, c'est leitatef betzitzit. Leitatef veut dire s'envelopper. Le mot ma'atafa, c'est une enveloppe. S'envelopper avec les tzitzit. Et c'est pour ça qu'on s'enveloppe avec, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, la atifat à Ishmaélim, comme les Ishmaélites avaient l'habitude de s'envelopper avec les habits, qu'on voit ça dans les pays aujourd'hui de tout ce qui est la Méditerranée, etc. Question qui est posée dans la halakha, dans les responsables halachiques, question suivante. Tu as quelqu'un, une personne âgée, qui est dépendante. Tu ne peux pas mettre le talit lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, celui qui l'aide, infirmière ou quoi que ce soit, peut lui mettre le talit? Pourquoi la question pareille? C'est très simple. Qu'est-ce qui fait la mitzvah? Est-ce que la mitzvah, elle est d'être habillé ou de s'habiller? Dans la mitzvah des tefillin, par exemple, c'est écrit uksha'atam, qui veut dire de s'attacher avec les tefillin. Pas que les tefillin soient mis sur la main. Dans la mitzvah des tzitzit, la Torah n'écrit nulle part le fait qu'il faut être habillé avec les tzitzit. Elle dit le fait qu'il faut avoir des tzitzit sur l'habit. Tu as 4 points, tu dois mettre des tzitzit. Très bien. Et donc, si l'essentiel de la mitzvah, c'est la conséquence, d'être habillé avec un talit, avec des tzitzit, peu importe comment tu t'es habillé avec et qui s'est habillé avec. Mais la question qui dérange, c'est est-ce que, donc très bien, cette personne âgée peut mettre le talit. Mais est-ce qu'il peut faire la bracha? Pourquoi? Parce que la bracha, c'est la brioche. La bracha, c'est quoi? Leitatev betzitzit. S'habiller, de s'envelopper avec les tzitzit. Si c'est pas enveloppé, tu dis un mensonge. Tu es en train de dire, tu fais une bracha de s'envelopper avec les tzitzit, alors tu t'es pas enveloppé. Viens le Shulchan Arour, dans le code de loi juive, dans Ilchot Tfilat Tchelim. Il n'y a aucun rapport, la chot qui te parle de tremper la vaisselle. Dans Yoredea, Siman 120, Seif 15. Et là-bas, on te dit que tu peux très bien donner à un non-juif le devoir de tremper la vaisselle pour toi. Écris le Taz. Comment tu peux dire une chose pareille? Il te dit comment tu peux faire une bracha sur quelque chose qu'un non-juif va tremper et le juif il n'a rien fait. Et donc si le juif n'est pas totalement actif dans la mitzvah, tu peux pas faire des brachas. Viens le Admor Azakan Shulchan Arour dans les lois des Shabbat. Et il te dit clairement qu'une femme qui a oublié d'allumer les bougies de Shabbat, elle peut demander à un non-juif d'allumer les bougies si on est d'accord avant que Shabbat est rentré. Et elle va faire la bracha sur l'allumage. Comment est-ce possible? Comme elle peut faire la bracha sur l'allumage et demander à un non-juif d'allumer, puisqu'on est déjà dans Ben Hashpachat, elle ne peut plus allumer elle-même. Il dit pourquoi? Parce que la mitzvah d'allumage des bougies de Shabbat, c'est totalement différent. La mitzvah des bougies de Shabbat, c'est le fait d'avoir les bougies allumées, de profiter de leur lumière. Pas juste l'acte d'allumer que tu peux éteindre juste après. Malgré que la femme n'a pas allumé ses propres bougies, mais elle profite de la lumière des bougies. Et donc elle peut faire la bracha. Donc il te dit la même chose dans les tzitzit. La mitzvah des tzitzit, tu la fais tout le temps que tu es habillé avec les tzitzit. C'est pas juste au moment où tu t'habilles. Tout le temps que tu as les tzitzit sur toi, tu fais la mitzvah d'avoir des tzitzit sur toi. Et donc un juif peut très bien faire la mitzvah, la bracha avec Sivan ou les tatev betzitzit. Que Dieu nous a donné le devoir de s'habiller avec les tzitzit, même si lui ne s'est pas habillé. Mais non. L'idéal, bien sûr, c'est que quelqu'un de âgé, tu vas l'aider à mettre le talit, mais qu'il va lui aussi s'arranger un peu, de faire pas qu'il soit totalement assisté. S'il ne peut pas, il ne peut pas. À ce moment-là, il pourra faire la bracha sans différence. Il y a une différence. Comment on fait ce qu'on appelle la hatifa, cet enveloppage entre Minhag Chabad, coutume Chabad et les Sfaradim. D'après Chabad, on a ici les schémas, les dessins. On s'habille avec, on met le talit de l'arrière, de l'avant la tête jusqu'à les yeux, pas couvrir les yeux. On tient les deux coins des tzitzit de la gauche et qu'on après, avec la gauche qui sont proches du corps, après on prend les deux tzitzit de la main droite et on les met du côté gauche. Et en règle générale, il faut qu'au moins le talit soit couvert de l'avant et l'arrière du corps jusqu'à au moins la hauteur de la poitrine. Je peux dire à tout le monde, des gens qui ont des talits écharpes, qui n'ont aucune valeur à l'Afrique, je ne sais pas d'où ont été inventés, en tout cas ça n'existe plus sur le marché aujourd'hui heureusement, mais ceux qui en ont encore des anciens, ça n'a aucune valeur. Après la halakha, le talit, tu dois recouvrir minimum 3/4 du corps. Si ça recouvre juste une écharpe, il vaut mieux acheter une écharpe chez Carrefour, mais pas prendre un talit. Chez les Sfaradim, on a l'habitude de mettre le talit sur les épaules. Quand en général, les 4 coins du talit sont à l'avant, et on recouvre le talit avec la tête. Après ça, on fait passer les deux côtés droites, les deux coins droits vers l'arrière sur l'épaule gauche. Et après ça, on prend les deux côtés gauche et on fait passer vers le côté droit. Ça, c'est comment ils font les Sfaradim dans l'écoute Yosef. Il y a des Sfaradim qui ont l'habitude de faire comme Chabad, qui est de mettre d'abord le talit de l'arrière, recouvrir la tête, et après ça, ils arrangent les talits sur les épaules.
Là, on a ici les différentes photos qu'on pourra envoyer après. Une fois qu'on a mis les talits, on s'est enveloppé avec les talits, on a l'habitude de rester au moins quelques secondes de manière enveloppée. Chez les Ashkenazes, on a l'habitude de dire les versets Mayaka Chazecha, 3 versets qui sont dans les Siddur. Pour les Sfaradim, puisque pour l'instant, ça n'a toujours pas terminé l'enveloppage, parce que ça se termine après, donc on ne dit pas encore ces versets avec la bouche. Après ça, on doit ranger le talit sur le corps, et on peut enlever le talit de la tête. Néanmoins, c'est bien et c'est conseillé d'avoir le talit sur la tête pendant toute la tefila. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Chet, Siman 8, Seif 2, ainsi que dans Yalkut Yosef, Seif 28. Contrairement à ce que beaucoup ont l'habitude de prier avec le talit sur les épaules et pas forcément recouvrir la tête avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention que le talit ne soit pas seulement mis sur soi comme une écharpe, sur la tête autour du corps. Parce que comme ça, tu ne fais pas du tout la mitzvah des tzitzit. Le tzitzit, ça doit envelopper et couvrir tout le corps. Comme la Torah, elle te dit que sutra, ça doit être comme un habit. Ça, c'est, encore une fois, comme dans les mêmes simanim, siman chet, Shulchan Aruch, siman 8, et Yalkut Yosef, seif 30. Pendant qu'on dit le schéma, on a l'habitude de tenir les tzitzit avec la main droite. Et à chaque fois qu'on dit le mot tzitzit, on embrasse les tzitzit, qui sont Shulchan Aruch et Sefer Minagim. Pareil, quand on dit le mot emet, ainsi dans Yalkut Yosef. Et quand on dit Uritem Oto Schartem, on a l'habitude de regarder les tzitzit, parfois on a l'habitude de les passer devant les yeux, et aussi les embrasser. Avec ça, on a terminé la manière comment mettre les tzitzit, et aujourd'hui on passe à la suite qui est que faire avec un tzitzit qui s'est déchiré, un nouveau talit, un talit que tu as emprunté, est-ce qu'un talit qui est tombé, tu dois refaire la bracha dessus? Combien de fois ça arrive que tu as un talit en soi, que tu as un habit en soi, le talit il a glissé, et tu n'as pas rattrapé aucun coin du talit, et tu dois refaire la bracha ou pas? D'abord, le point des fils qu'ils ont déchirés ou le talit déchiré. C'est tellement courant, important de voir ça ensemble. Chaque gdil, de chaque coin des tzitzit, il a en général 4 fils pliés en deux. Ça, c'est la manière comment on fait les tzitzit. La longueur minimale de chaque fil, elle doit être environ 24 cm. D'accord? Après que tu as mis les tzitzit dans l'habit, même si un des 4 fils a été coupé ou déchiré, jusqu'à ce qu'il est resté seulement ce qu'on appelle kedé aniva pour faire une boucle. Ça veut dire que tu as un fil dans les tzitzit qui suffit pour faire une boucle. Donc, disons qu'il s'est claqué ou qui a été déchiré, mais qu'il reste encore cette marge. On parle environ de 4 cm. À ce moment-là, le tzitzit il est caché. Si ça reste moins que 4 cm, à ce moment-là, le tzitzit il est pas soumis. Et là, ça c'est la règle générale. Maintenant, on va voir les détails. Tu vas essayer dans la photo si tu as un fil qui est moins que 4 cm. Tu vois, un qui est moins. Tu vois que je dois l'avoir ici aussi. Tu l'as ici. Là, c'est con, parce que les talits qui sont très... Qui est traîne, etc. Donc là, tu as moins de 4 cm ou tu as plus de 4 cm. On va tout de suite voir. Qu'est-ce qui se passe? On va voir les détails. Si tu as un des 8 fils, en se rappelant que les 8 fils, c'est pas vraiment 8 fils, c'est 4 fils, d'accord? Un des 8 fils qui s'est déchiré, même si c'est pas resté que dès un hiver, moins de 4 cm, etc., il est caché. Pourquoi? Parce que c'est seulement la moitié du 4e fil. De l'autre côté, il reste. Et donc, puisque dans les 4 fils, c'est resté suffisamment, il n'y a aucun problème. C'est impossible de savoir. Ah, c'est pas ça, on va rentrer dans les détails. Après que tu l'as fait. C'est pour ça qu'en général, quand on fait les tzitzit, quand on fait une fois des tzitzit, depuis le départ, on attache en général 4 fils ensemble. Et on s'assure qu'on a toujours les 4 de chaque côté séparés. Quand tu as fini, les 4 que tu vois, en général, c'est 4 de chaque côté qui sont vraiment séparés. Si la personne qui les a fait n'a pas fait attention, tu ne sais pas si c'est du même côté ou pas. Mais disons que tu as... Non, je suis d'accord avec toi, mais tu peux savoir parmi les 4 autres, c'est lequel? Pourquoi pas? Tu dis qu'il y en a encore une fois. Qui est coupé à 4. Il y en a un, mais l'autre côté, il y en a... Il te reste 7 maintenant, il te reste 7 entiers. Là. Disons que là, maintenant, tu en as un qui est parti. D'accord? Si tu as celui-là qui est parti, il reste moins de 4 cm ici. Okay. Son autre moitié qui est de l'autre côté, elle est entière. Donc il n'y a aucun problème. Si tu en as 2. On arrive au prochain. Si tu as 2 fils de 8 qui sont déchirés, un de chaque côté, et là tu poses la question, je ne sais pas c'est lequel. Ça se peut que c'est le même, comme ça se peut que c'est pas le même. D'accord? Donc ça dépend. Si je suis garanti que les 2 fils coupés ne sont pas les mêmes du même fil, pourquoi? C'est très simple, comme j'ai dit, que pendant qu'on a fait les tzitzit, on a fait attention. En général, c'est ce qu'on fait. De garder toujours 4 ensemble, en deux mots de savoir que les 4 sont d'un côté et 4 de l'autre. Et ils font partie du même groupe. Le tzitzit est toujours caché. Mais si tu ne sais pas sûr quand tu l'as fait, est-ce qu'on a fait attention de garder 4 de chaque côté? Et donc ça se peut maintenant que c'est le même qui est totalement déchiré des deux côtés. Le tzitzit il n'est pas seul. Pourquoi? Il n'est pas caché.
parce que tu crains que ça se peut que ce soit les deux extrémités du même fil. Et donc, ça veut dire que dans le même fil, il n'y a plus la longueur qui est suffisante pour avoir un tuning kasher. Encore une fois, à toi de savoir où tu as fait les tzitzit. Quand on prend les tzitzit en général dans les gens qui font les tzitzit d'après la halacha, mais adrin, pas ceux qui te font à la sauvette avec les maillots tzitzit. Ça aussi, je ne sais pas, ça se peut qu'il y en a qui font attention en général. Si maintenant tu as 3 fils qui ont été déchirés, peu importe de quel côté, et dans chacun d'entre eux, c'est resté pour faire une boucle, on a dit tout à la 4 cm, mais c'est pas resté dans leur longueur 12 cm. Après l'Admor Hazaken, c'est-à-dire la longueur, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin, après l'Admor Hazaken, c'est pas soul. D'après les Sfaradim, c'est pas pasoul. Si tu n'as pas d'autre talit, tu peux le mettre, mais tu n'as pas le droit de faire une bracha sur un talit pareil. Si maintenant un fil a été déchiré, même si c'est un seul fil, à l'endroit où le tzitzit il est dans le trou ou dans le gdi lui-même, ça c'est cette partie-là, là c'est pasoul, il n'y a rien à faire. Maintenant, si tu as un fil qui a été déchiré, tu ne peux pas commencer à faire un nœud, et faire comme ça s'appelle du bricolage, et dire je vais rattacher. Une fois qu'il est déchiré, tu ne veux pas le rattraper. Ça c'est Shulchan Aruch, écoute ça, Siman 12, etc. Un juif, Yireh Shamayim, qui fait attention en général, et qui craint Dieu, il est me'ader, il essaie d'avoir des beaux tzitzit, que les tzitzit soient toujours entiers, même si mitzad adin, comme j'ai dit après la halacha, on t'a dit clairement que c'est kasher, ne cherche pas à faire les mitzvot de minimum syndical. Ici ça s'est cassé, on essaie de changer. Pas de changer tout l'habit, on peut changer juste la partie qui est cassée. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ont l'habitude, alors pas dans les tzitzit de qualité, dans les tzitzit qui n'étaient pas de qualité, de faire un nœud au bout pour que le tzitzit ne se défait pas. Ou bien ils te trempent le tzitzit dans de la colle, comme de la glu, etc. Tu as des tzitzit qui arrivent aujourd'hui comme ça sur le marché, comme je dis. Il y en a qui ont l'habitude, la Moazakan écrit, il ne vaut mieux pas faire un nœud en plus, puisqu'on ne peut pas rajouter des nœuds en plus sur le nœud que la Torah nous a demandé de faire. On met le tzitzit où? Après la Torah, c'est écrit dans le schéma qu'on dit tous les matins, Al-Kanfei Bigder, sur les angles des habits, qui veut dire sur le côté de l'habit, ni trop loin, ni trop proche. Et donc le tzitzit doit être jusqu'à 3 cm et demi du coin de l'habit. Pas trop loin, pas trop proche. Maintenant, ça arrive des fois que ça s'est déchiré. Et si ça s'est déchiré, une fois que tu as fait les tzitzit, si le tzitzit s'est rapproché parce que ça s'est déchiré du coin, le tzitzit il est toujours caché, il n'y a aucun problème. Un tzitzit qui est totalement déplacé de son endroit. Tu as la photo dans la page d'après, par exemple. Tu vois la photo quand tu as un tzitzit qui est totalement déplacé. Tu ne peux pas le rattacher au talit comme il est, mais il faut d'abord coudre l'endroit qui s'est déchiré et après ça, attacher là-bas le tzitzit à nouveau. Pourquoi? Il y a une règle dans la halakha qu'on voit que dilim ta'aselach, tu devras faire pour toi des tzitzit, que ça doit être ta'aseh volumina asui. Il faut le faire en ordre et pas en désordre. C'est que le tzitzit, tu dois le faire pas de le rattacher à un habit qui n'était pas en ordre, mais un habit qui est déjà prêt. Là, tu attaches le tzitzit à côté et pas l'inverse. Si maintenant tu étais habillé avec un talit et le tzitzit s'est déchiré, tu n'as pas le droit de continuer à mettre cet habit sur toi, tu dois l'enlever. Parce que tu es en train de mettre sur toi un habit qui a le devoir d'avoir des tzitzit et qu'il n'y a pas de tzitzit dessus. Et là, tu transgresses sur une mitzvah de la Torah. Si maintenant tu es parmi des hommes, tu es à la communauté, tu es dans la synagogue et tu as honte de vouloir enlever un habit de devant toi, tu peux très bien aller dans un endroit de côté, un endroit où personne ne te voit, et là-bas, enlever le talit. Si tu mets un talit qui n'a pas les conditions qu'on a dit tout à l'heure, qui t'oblige à mettre un talit, par exemple que l'habit est trop petit, ou qu'il n'y a pas 4 coins, et néanmoins il y a dedans des tzitzit, on n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Donc quand tu as un talit écharpe, tu peux l'utiliser comme une écharpe et ne pas faire une bracha dessus. Pour les Sfaradim, quand on met un nouveau talit pour la première fois, on fait Shechianu, et on fait la bracha après d'avoir mis le talit pour la première fois, et après on fait les tatav et tzitzit. Chez Chabad, on n'a pas l'habitude de faire Shechianu pour un nouveau talit. Ça c'est pour le talit gadol, quand tu parles de talit katan, qui est le talit qu'on met sur le corps toute la journée, pas seulement pour la prière, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas Shechianu. Pourquoi? Parce qu'un talit katan n'est pas considéré un habit important. La Torah te dit une phrase très claire, comme on voit dans le Lulav et Etrog, Dilim ta'aselach alaba kanfot sutra. Tu devras le faire pour toi, fil de tzitzit sur tes 4 coins, les 4 coins de ton habit. De là, on apprend que la mitzvah des tzitzit, c'est d'afka particulièrement dans l'habit qui t'appartient. Si tu empruntes un talit à quelqu'un de la synagogue, même si c'est un habit que tu as le devoir de mettre dessus des tzitzit, puisque même si c'est un habit qui a le devoir de mettre des tzitzit,
Tu n'as pas le devoir, toi, de mettre des tzitzit. Ce n'est pas ton avis. Tu n'as pas besoin de faire la bracha ou pas. De l'autre côté, un talit que tu as emprunté, on a dit tout à l'heure que toi, tu n'as pas le devoir de mettre des tzitzit. Tu ne fais pas la bracha dessus. Si tu as emprunté ce talit de quelqu'un à la synagogue, tu fais avec ça la mitzvah. Tu peux faire la bracha, puisque tu l'as emprunté, pas pour mettre ça comme une couverture, mais pour faire la mitzvah avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré que tu l'as emprunté juste pour l'emprunter. Tu l'as emprunté pour faire la mitzvah. Mais si tu as emprunté le talit de quelqu'un juste pour monter à la Torah, ou pour un brit milah par exemple, c'est que le père doit mettre le talit, le sandak, etc. Il y a un débat dans la halakha. D'après les Sfaradim, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est un habit que tu n'es pas chayav de faire mettre tes tzitzit, c'est pas le tien. Donc tu ne fais pas la bracha dessus. Comme ça c'est écrit dans Yekut Yosef, dans Yosef Ra, etc. Pour les Ashkenaz, tu fais dessus la bracha si tu as envie, parce que moi tu fais une mitzvah. Mais ça, c'est seulement si tu mets le talit avec l'intention de faire la mitzvah, pas juste pour honorer l'événement ou quoi que ce soit. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu empruntes le talit, pas pour juste avoir un talit, mais pour faire la mitzvah, d'après tout le monde, tu vas faire la bracha dessus. Un talit qui appartient à la synagogue, qui est fait pour les gens qui viennent sans talit ou qui n'ont pas de talit, etc., bien sûr qu'on fait la bracha dessus, même si tu le mets seulement pour monter à la Torah. Parce qu'au final, c'est considéré qu'au moment où tu l'as pris, il est le tien, parce que la synagogue te le prête. C'est comme si c'est le tien. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tu dois mettre le talit avec l'intention de faire avec ça la mitzvah de tzitzit. Certaines communautés ashkénazes ont l'habitude de faire la prière de Ma'ariv le soir avec un talit. On n'a pas l'habitude de faire la bracha sur ce talit-là. Tu as le droit d'utiliser le talit de quelqu'un d'autre et prier avec, même sans sa connaissance. Tu sais qu'il n'est pas encore venu à la synagogue, qu'il a déjà prié aujourd'hui, tu n'as pas ton talit. Pourquoi? Parce qu'on pense que quelqu'un est d'accord que tu fasses une mitzvah avec son bien, s'il ne va pas perdre ça. En deux mots, s'il ne va pas l'utiliser, tu ne vas pas le salir, tu ne vas pas le remettre à sa place, tu vas le remettre à sa place. Et pareil, si ça arrive des fois que quelqu'un il a échangé son talit avec quelqu'un d'autre, chacun il a le droit d'utiliser le talit qui se trouve chez lui jusqu'à ce qu'ils vont échanger. Il n'y a pas de problème, tu fais la bracha dessus. En tous les cas, la halakha te dit clairement que si tu utilises le talit de quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de le déplacer de l'endroit où tu l'as trouvé. En deux mots, si tu l'as pris de son casier, tu dois le remettre dans son casier, tu l'as pris de la table, tu dois le remettre sur la table, parce que ça se peut que la personne ne va pas être contente. Pareil, si la personne fait attention que le talit soit bien plié, fais attention qu'il soit bien plié, etc. De manière générale, la bracha sur le tzitzit est sur toute la journée. Tu n'as pas besoin de refaire la bracha encore une fois sur le talit et le tzitzit pendant la journée. Sauf si tu as enlevé le talit et tu l'as remis sur toi après avoir eu une interruption, ou par exemple tu n'as plus pensé à la mitzvah, que dans ce cas-là tu dois refaire la bracha parce que c'est comme si tu refais la mitzvah à nouveau. Alors parlons par exemple de différents cas. Quelqu'un qui a échangé un talit katan et qui en a mis un autre, par exemple vendredi, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un talit pour Shabbat, et qui s'est mis avec les habits de Shabbat, il a changé de talit. Il y en a qui disent qu'il doit faire la bracha sur le nouveau talit parce que c'est pas la suite de la mitzvah précédente, mais c'est une nouvelle mitzvah. Comme on a vu la dernière fois, ça c'est pas pour les gens mariés. Les gens mariés, on fait pas de toute façon la bracha sur le talit katan, on fait seulement sur le talit gadol. Si tu as enlevé le talit et tu l'as remis juste après, tu n'as pas besoin de faire la bracha dessus. Même si tu es entré aux toilettes dans un endroit où on ne peut pas faire de bracha. Pourquoi? Parce que tu avais l'intention de le remettre. C'est pas que tu l'as enlevé pour pas le remettre. Mais si tu l'as mis après un certain temps, tu es sorti, je sais pas, tu es parti manger, déplacer la voiture, peu importe, tu as fait autre chose, tu n'as pas pensé à le remettre tout de suite, il y a une machloket, un débat entre Sfarad et Ashkenaz. Quel est le laps de temps considérable pour refaire la bracha dessus? Pour les Sfaradim, si c'est passé une demi-heure entre le fait que tu as enlevé la talit et tu l'as remis après, tu dois refaire la bracha dessus. Alors que pour les Ashkenaz, c'est à partir de 3 heures et plus. Si tu as enlevé le talit en pensant ne pas le remettre dans le laps de temps qu'on a dit tout à l'heure, et une fois que tu l'as enlevé parce que ta femme t'a appelé, peu importe, mille et une choses, tu dis, je ne vais pas le remettre maintenant. Et après, tu as reçu un autre appel, un message, pas besoin de toi, laisse tomber, tu peux le remettre, tu peux continuer la prière. Et là, tu le remets, tu dois refaire la bracha. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, c'est ce qu'on appelle, tu as été messier date. Tu as pensé ne plus le remettre. Même si tu le remets tout de suite, tu dois faire la bracha dessus. Si tu as enlevé le talit sans savoir si tu vas le remettre tout de suite ou pas, et concrètement, tu t'es réhabillé avec avant que ça passe le temps qu'on était là, il y a un débat. D'après les Sfaradim, tu ne fais pas de bracha dessus. D'après les Ashkenaz, ça dépend. Si tu as encore un talit katan sur toi, tu n'as pas besoin de refaire une bracha, parce que tu as toujours la mitzvah des tzitzit sur toi. Mais si tu n'as pas de talit katan, tu dois refaire la bracha. Si maintenant le talit il est tombé, tu n'as pas fait attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il glisse, nouveau talit en soie, un habit en soie. Mais il n'est pas totalement tombé. Il y a toujours une partie qui est restée sur ton corps. Tu ne fais pas la bracha quand tu le remets comme il faut sur ton corps. Si maintenant, en train de tomber, tu as fait attention
et tu penses à le remettre, c'est-à-dire que tu viens de te rendre compte, c'est pas que tu t'es pas rendu compte, tu n'as pas besoin de faire la bracha dessus. Mais s'il est totalement tombé, et tu l'as remis, il y a un débat, est-ce que le fait qu'il est totalement tombé, c'est considéré un F5 dans la mitzvah ou pas? D'après les Sfaradim, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait pour t'as pas eu, c'est pas que tu as fait quelque chose de particulier pour te débarrasser du talit, tu n'as rien fait, il est tombé involontairement. D'après les Ashkenaz, oui, le fait que le talit il est tombé, c'est considéré un F5, c'est considéré une interruption, et c'est comme si la mitzvah s'est terminée, tu dois refaire la mitzvah à nouveau. Pour les Ashkenaz, si le talit il tombe pendant Shmona Esrei, pendant la Hamida, que tu n'as pas le droit de faire la bracha sur le talit, alors tu dois remettre le talit sur toi sans faire la bracha, et une fois que tu as fini Shmona Esrei, tu attrapes les tzitzit et tu refais la bracha aussi. Avec ça, on a terminé les lois de comment faire on appelle ça, la mitzvah du talit. La semaine prochaine, on commencera la nouvelle série qui sont les lois des tefillin. Très intéressant aussi, comment, quoi. Mais d'abord, terminons avec un débat à la ring intéressant. Un talit qui n'appartient pas à toi, on dit tout à l'heure que tu n'as pas besoin de mettre des tzitzit. Celui qui n'a pas de talit et qui l'a emprunté de quelqu'un d'autre, il ne fait pas la mitzvah des tzitzit, puisque ce n'est pas les tiens, c'est ceux de quelqu'un d'autre, sauf si tu l'as fait pour la mitzvah, etc. Le Rosh, il t'a dit, c'est pour ça que tu empruntes un talit à quelqu'un d'autre, tu fais oui la mitzvah, donc tu dois faire la bracha, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, dans la halakha, il y a une différence entre ce qu'on appelle H-ala, qui veut dire emprunter, et matanal manat la'arzir. Quand on dit dans le lulav, je te prête à condition que tu me le rends. H-ala, ça veut dire je t'emprunte, je te prête, et je te donne la permission de l'utiliser. Matanal manat la'arzir, c'est si je te donne un cadeau, c'est le tien pendant la période que tu as besoin. Seulement, je veux que ce cadeau me revienne. Cette idée de vouloir te donner quelque chose qui devient le tien à part entière pendant que tu l'as, on voit dans la Gemara par rapport aux 4 espèces. La Gemara te dit clairement que la Torah te dit Ulkartem lachem, bayom harishon priyat sadar, qu'on a le devoir de prendre pour toi, pour vous, ça doit être les vôtres, les 4 espèces, le lulav, l'étrog, etc., le premier jour de Sukkot, lachem, michel lachem, ça doit être les tiens. Et donc, on ne peut pas emprunter les 4 espèces les jours de Sukkot. Comment on fait concrètement? Puisqu'on sait très bien que ça existait des périodes dans la communauté où il y avait un étrog pour toute la communauté, où il y avait seulement un lulav pour toute la communauté. Et comment on fait chez Chabad qu'on prête le lulav à tout le monde, on dit va faire la bracha sur le lulav à des centaines de personnes, c'est pas le leur. Et la Gemara te dit, quand tu dis à quelqu'un, hey lecha etrog almenat shetarzireoli oli, je te prête cet étrog à condition que tu me le rendes, à ce moment-là, s'il lui a rendu, il est quitte, s'il n'a pas rendu, il n'est pas quitte. Ça veut dire qu'il y a ici ce qu'on appelle un cercle vicieux. La mitzvah dépend du fait que tu dois faire la bracha qui est la vôtre et pas empruntée. Quand je te donne cet étrog en cadeau et pas emprunté, à la condition que tu me le rendes, automatiquement c'est considéré que c'est le tien pendant que tu l'as. Et puisque c'est considéré que c'est le tien, tu me fais la bracha dessus. Le Rosh te dit c'est la même chose. Quand quelqu'un il donne un talit avec des tzitzit à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse sa mitzvah avec, je suis garanti que j'ai envie que tu fasses sa mitzvah, sinon je ne t'aurais pas prêté. Je ne vais pas te donner un talit pour que tu le regardes. Et donc automatiquement, c'est pas que je t'ai prêté quelque chose qui n'est pas le tien. Pendant que je t'ai donné, c'est considéré le tien, tu me fais la bracha dessus, sans problème. On a vu tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand on a échangé le talit par erreur, et parfois on n'arrive pas à retrouver à qui appartient ce talit. Est-ce que tu as le droit d'utiliser, malgré que ce n'est pas le tien? La réponse elle est dans une braïta qu'on a vu clairement, la halakha te dit, si tu as échangé des habits dans la maison des endeuillés ou dans un mariage, on dit tu n'as pas le droit d'utiliser parce que ce n'est pas le tien. Mais la vérité elle est que ici c'est différent. Parce que dans les paskim, on a vu tout à l'heure à la fin qu'on te dit clairement que tu as le droit d'utiliser le talit de quelqu'un d'autre sans sa connaissance. Parce qu'on pense que les gens en général, ça ne les dérange pas que tu fasses une mitzvah avec leur objet, à condition que tu les esquintes pas, que tu les mets en place, etc. Ça c'était par rapport à emprunter ou pas. Comme je disais tout à l'heure, un juif qui a pensé que celui-là c'est terminé, il a enlevé le talit. Et après il s'est rappelé que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Il doit faire moussaf. Il a déjà rangé son talit. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? La question principale ici, c'est ce qu'on appelle, est-ce que quelqu'un il est Messiach Dat? Est-ce que quelqu'un il s'est on appelle ça, il a plus pensé à prier, il s'est déconcentré, il a dit que j'ai plus besoin de prier aujourd'hui. C'est une règle générale qu'on a avec les manger, avec les brachot en général, pas seulement dans les talit. La halakha te dit que quand quelqu'un il a décidé j'ai terminé de manger. Et tout d'un coup, il y a un autre dessert qui arrive, qu'il n'a pas pensé que ce dessert devait arriver, il veut continuer à manger. Il doit refaire la bracha encore une fois. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a décidé qu'il a terminé de manger, il n'a plus pensé à continuer à manger. Il a fini la première bracha, elle s'est terminée. Donc là, tu as une question avec, par exemple, le soir du Seder. Celui qui a terminé le repas le soir du Seder,
Et après, c'est rappelé qu'il n'a pas encore mangé la ficomène. Est-ce qu'il doit refaire un motzi quand il mange la ficomène ou pas? Shulchan Aruch te dit que tu n'as pas besoin de faire la bracha. Le Magen Avraham t'explique, c'est la même chose par rapport à toutes les brachot. Qu'un invité qui a décidé qu'il n'a pas fini de manger, il n'a pas besoin de faire une bracha quand il continue à manger. Pourquoi? Parce qu'un invité qui vient chez toi à la maison, il ne sait pas ce que tu vas lui servir. Il n'a pas le menu avant. Maintenant, il pense que voilà, tu as terminé la viande, le riz, il ne sait pas s'il y a un dessert. Il dit, bon, j'ai terminé. Après, tu amènes la viande et du riz, tu amènes un morceau de gâteau. Ok. Il ne s'attendait pas. Mais c'est pas non plus qu'il a décidé, non, j'ai terminé, il n'y a rien d'autre. Bien, pourquoi pas, je vais manger. Après, tu dis, j'ai terminé un thé. Pareil, tu n'as pas pensé. Après, tu as amené une glace. Puisqu'il mange chez quelqu'un d'autre, automatiquement, on dit que tlu adat etzel hame'arer, qui veut dire que tu dépends de l'autre. Et donc, même si toi, tu as décidé, tu as fini de manger, tout le temps que celui qui t'a invité, il n'a pas fini de manger, ça fait le même propos. Pareil, le soir du seder, quelqu'un normal, il veut faire la règle de ce que les 15 étapes du seder. Normalement, même s'il a pensé qu'il a fini de manger, mais il n'a pas encore fait la ficomène, c'est des étapes, donc ça fait partie de l'ordre. Et donc, c'est pas considéré qu'il s'est déconcentré. Pareil ici pour le talit. Quand quelqu'un il a fait la bracha sur le talit, en général, il a fait la bracha sur le talit parce qu'il a pensé de faire toute la tula avec. Le fait qu'il a oublié que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est banal. Il sait très bien que s'il aurait pensé, il aurait fait moussaf avec. Donc, c'est pas considéré comme s'il a totalement, il s'est dédouané, il a décidé de ne plus faire. Et il n'a pas besoin de faire la bracha. Voilà, avec ça, on a terminé la série de cours sur les lois des tzitzit. La semaine prochaine, on va commencer très intéressant, les lois des tefillin. Qui, quoi, comment les enlever, les brachot. Le cours en replay sur Torah.fr.